Bonsoir, je commence par la situation internationale de l'épidémie Covid 2019. Le total des cas ce soir rapproche les 98 000. Il y a plus de 53 000 personnes guéries. Il y a toujours 80 000 cas en Chine et plus de 15 000 cas hors de Chine. Il y a de nouveaux pays qui rapportent des cas, c'est la Hongrie, le Liechtenstein, la Slovénie. Donc 83 pays ont des cas confirmés. Le pays le plus touché après la Chine est la Corée du Sud avec 6 000 cas. Il y a aussi 3 513 cas en Iran. Et en Europe, où tous les pays sont concernés, le pays le plus touché, vous le savez, est l'Italie avec 3 858 cas, 587 cas rien qu'aujourd'hui et un nombre de décès qui a augmenté fortement puisque le nombre total de décès est désormais de 148. On note par ailleurs que l'Allemagne rapporte 482 cas et l'Espagne 260. En ce qui concerne les décès, nous sommes à 3 346 décès, plus de 300 décès hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie avec 148 décès, l'Iran avec 107 et la Corée du Sud avec 35 décès. En France, nous avons ce jour à 16 h 423 cas confirmés, soit 138 cas de plus qu'hier. Parmi ces 423 cas, 212 sont rattachés à un regroupement de cas. 15 régions au total sont touchées, dont 13 régions de métropole et 2 régions outre-mer, Guadeloupe et Guyane. Nous avons 6 situations de regroupement que vous connaissez. Un important regroupement de cas autour de l'Oise, avec 105 cas confirmés. 2 regroupements en Haute-Savoie avec 49 cas confirmés, et en particulier un important regroupement à La Balme. Et puis de nombreux cas, plusieurs dizaines de cas, dont plusieurs sont encore en investigation ce soir, et vous aurez probablement des informations complémentaires de la part des autorités du Grand Est, autour du rassemblement de Mulhouse, avec évidemment beaucoup de cas dans le Haut-Rhin, mais aussi dans le Bas-Rhin. Nous avons aussi le regroupement de cas du Morbihan, 20 cas autour de Auray, Carnac et Crac, soit 6 cas de plus qu'hier. Et puis je vous avais parlé d'un voyage organisé en Égypte. Nous sommes désormais à 13 cas confirmés parmi le groupe d'une vingtaine de personnes. Parmi ces 423 cas confirmés, nous avons 23 personnes qui sont dans un état grave en réanimation, soit 8 de plus qu'hier. Enfin, en termes de décès, nous avons désormais 7 personnes décédées, 6 hommes et 1 femme. Parmi ces personnes, la plupart des individus ont plus de 80 ans et la plupart aussi sont atteints de comorbidité. Je vous rappelle que pour toute demande relative à la situation, pour toute question qui est non médicale, on peut appeler le numéro vert, le 0800 130 000. Nous sommes donc en phase 2, avec une circulation active du virus dans de nombreuses zones du territoire, de nombreux regroupements de cas. Nous connaissons la chaîne de transmission de la plupart des cas et les équipes du ministère sont évidemment pleinement mobilisées en lien avec les services de l'État, les services territoriaux, les épidémiologistes. Freiner la diffusion du virus, c'est toujours notre objectif principal parce que nous voulons atténuer l'impact sur la population lors du passage au stade 3, c'est-à-dire limiter et retarder le pic d'épidémie. Je rappelle la conduite à tenir qui est très importante, se protéger soi-même pour une efficacité collective. L'objectif des autorités sanitaires, c'est toujours d'apporter des réponses proportionnées à la situation, en stade 1 comme en stade 2, comme à l'avenir, limiter la propagation de l'épidémie par des mesures simples et efficaces, par la responsabilité individuelle, en respectant les gestes barrières. Donc les personnes malades, les personnes fragiles ne doivent pas se mêler évidemment à des rassemblements. Les personnes malades doivent éviter absolument les contacts avec les personnes vulnérables, en particulier les personnes les plus âgées, les personnes qui souffrent d'affaiblissement de leur défense immunitaire. Et évidemment, les personnes malades doivent porter un masque, ainsi que leurs proches contacts, et ainsi que les soignants. En cas de symptômes et d'évocation du diagnostic, il faut contacter le 15. Et je tiens ici à rappeler l'existence d'un numéro dédié aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'agit du 114. Je rappelle également que la très grande majorité des formes de la maladie sont bénignes. Ainsi, les agences régionales de santé sont en mesure de décider, en lien étroit avec les professionnels de santé, de ville comme de l'hôpital, du suivi à domicile et en ville des personnes ne présentant pas de forme sévère de la maladie.
Je voudrais maintenant avoir un mot tout particulier pour les professionnels de santé avec qui nous échangeons tous les jours et plusieurs fois par jour. Ils sont pleinement mobilisés et cela signifie énormément dans cette période intense de mobilisation contre l'épidémie. Et donc, nous avons vraiment une grande attention à leur remontée d'informations, à leurs propositions, à leurs suggestions. Ils sont pleinement mobilisés sur le terrain et ce sont vraiment des acteurs que les Françaises et les Français aiment et en qui ils ont confiance. Ce soir, j'ai un message, c'est insister sur les gestes barrières. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a certaines rumeurs, certaines fake news actuellement sur le potentiel danger pour la santé des solutions hydroalcooliques. Ces rumeurs reprennent un article ancien qui indiquait que les solutions hydroalcooliques favorisaient l'absorption par la peau de bisphénol A, perturbateur endocrinien. Cet article fait un lien entre augmentation d'absorption de BPA par les solutions hydroalcooliques et le développement de cancer. Ce lien n'est évidemment pas prouvé. C'est la raison pour laquelle les agences sanitaires officielles européennes et françaises recommandent l'utilisation de solutions hydroalcooliques pour le lavage des mains, comme l'OMS d'ailleurs. Vous le savez, le président de la République a fait un point très important aujourd'hui avec la communauté médicale et scientifique, les responsables de laboratoires, l'ensemble des opérateurs de recherche coordonnés dans le consortium Reacting, dont le gouvernement mandate les responsables pour coordonner l'effort de recherche. Et donc je voudrais aussi rappeler, parce que les soignants sont mobilisés, les professionnels de santé sont mobilisés, mais nos scientifiques, qui sont de grande qualité, sont aussi pleinement mobilisés pour améliorer les connaissances sur le virus. Le président de la République s'est exprimé, il a insisté sur le fait que nous devions être pleinement mobilisés, il a même utilisé le terme d'épidémie inéluctable ou d'épidémie inexorable, mais nous pouvons freiner cette situation, nous pouvons gagner du temps, en particulier pour sortir de l'épidémie de grippe, nous pouvons limiter l'impact très efficacement en protégeant dès aujourd'hui les plus fragiles d'entre nous et les personnes âgées. Tous les nouveaux comportements que nous avons découverts ensemble en phase 1 et que nous partageons désormais largement dans la population, nous en aurons encore plus besoin, individuellement et collectivement, dans les prochaines semaines. Donc soyons solidaires, responsabilisons-nous et autour de nous, responsabilisons nos proches. C'est probablement la meilleure arme contre l'épidémie. Il est vraiment temps désormais de protéger activement les personnes les plus fragiles d'entre nous et nos personnes âgées, en rappelant que ce n'est pas le moment de faire des visites, surtout lorsqu'on est malade, à ces personnes. Ce n'est pas le moment non plus d'emmener des enfants auprès de personnes fragiles. Et bien entendu, il faut redoubler d'efforts pour le lavage des mains très régulier et très attentif. Et donc aujourd'hui, des instructions très précises ont été envoyées à l'ensemble des établissements médico-sociaux de France. Je vous remercie. Bonjour, Serge Massot, France Télévisions, des questions concernant la Guyane. Aux dernières nouvelles, il y avait 5 cas positifs et qui auraient été en contact avec une centaine de personnes. D'abord, comment vont ces 5 personnes positives? Quelle est la procédure mise en place pour la centaine de personnes qui auraient été en contact avec elles? Est-ce qu'il est possible de tous les retrouver? Est-ce qu'ils seront tous testés? Et est-ce que vous anticipez une multiplication des cas en Guyane? Et dernière chose, est-ce que la Guyane est, selon vous, suffisamment prête, suffisamment équipée pour faire face? Alors, en Guyane, nous avons une situation un petit peu originale, puisque, comme vous le savez, la Guyane n'avait pas de cas, et elle était vraiment en situation de recherche active de cas, et puis les 5 cas qui ont été confirmés hier, effectivement, ont immédiatement déclenché une enquête de contact tracing, c'est-à-dire une recherche de cas. Nous avons des soignants qui sont très mobilisés, nous avons une agence régionale de santé qui est très mobilisée, et donc, comme à chaque fois qu'il y a des cas confirmés, là, nous sommes sur un regroupement de cas, avec un lien d'ailleurs avec la métropole, nous avons cette nécessité d'aller chercher les contacts et de tester les contacts, mais l'Agence régionale de santé de Guyane, que nous avons tous les jours au téléphone, mène une enquête de très grande qualité. Donc c'est un territoire qui est effectivement éloigné de la métropole, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un territoire qui a des professionnels compétents et des moyens de faire ce contact tracing. Comme tout regroupement de cas, vous l'avez vu, quand on fait de la recherche active autour des cas confirmés, les cas contacts étroits et les cas contacts étroits avec symptômes sont testés en priorité, et c'est ainsi qu'on voit s'étendre les clusters, et c'est toujours notre volonté de connaître les personnes malades, de les isoler immédiatement pour réduire la possibilité qu'un malade soit en contact ensuite avec d'autres personnes.
C'est moins logique, puisqu'effectivement, à partir du moment où on a des cas, c'est l'objectif qu'on a d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, c'est d'éviter que d'autres cas soient contaminés par la recherche active des cas contacts et des cas confirmés, pour justement immédiatement isoler ces cas et freiner tout risque de transmission. Non, je pense ils vont basculer dans notre stratégie générale, puisqu'il y avait une logique, effectivement, à ce que les territoires non touchés aient une démarche un tout petit peu différente. Mais là, à partir du moment où vont se mobiliser sur le ralentissement de l'épidémie d'une part et les efforts apportés sur le contact tracing, ils vont vraiment être très attentifs à ce premier regroupement de cas. Bonjour, Fabrice Elsner, qui est de CNews Can+. Est-ce que les 2 personnes décédées aujourd'hui avaient d'autres pathologies ? Oui, absolument. C'est vraiment la remarque que je vous ai faite au départ, c'est-à-dire que nous avons, sur les 7 décès que nous avons recensés, essentiellement des personnes qui ont des comorbidités et qui sont vraiment tous âgés avec des pathologies lourdes. Donc c'est quand même ce qu'on observe d'ailleurs aussi en Italie. Donc c'est pour ça que mon message est très clair. Les personnes les plus fragiles et les personnes âgées doivent vraiment bénéficier de la protection et de la solidarité de la nation, c'est-à-dire vraiment qu'on fasse un énorme rempart autour d'eux en évitant d'être en contact quand on est malade, qu'on fasse très attention, qu'on se lave les mains quand on est en contact avec eux et qu'évidemment, on n'emmène pas des personnes susceptibles d'être porteurs, donc en particulier les enfants, puisqu'on le voit à chaque saison grippale, les enfants qui viennent en EHPAD, et c'est tout à fait naturel et c'est même très agréable pour les personnes âgées, ce n'est pas le bon moment quand on est en saison d'épidémie de virus à transmission gouttelette, parce que on vient embrasser sa grand-mère, on reste sur le lit, et donc c'est comme ça qu'en contact étroit et prolongé, les enfants qui n'ont quasiment pas de symptômes peuvent contaminer des personnes très âgées. Et sur les 423 cas, combien de malades sont aujourd'hui à l'hôpital ? Alors l'essentiel, même si on commence à observer une bascule qui est là aussi territoriale, ce qui est vraiment de la responsabilité des agences régionales de santé et des professionnels des territoires qui décident au vu de la situation locale et surtout de l'état de santé des patients, puisqu'évidemment ça se fait avec le consentement du patient et en vérifiant qu'il n'y a aucun signe de gravité et qu'il n'y a pas de facteur de risque, il y a beaucoup de patients qui commencent à dire, écoutez, vraiment, je vais bien, est-ce que je peux rester à la maison en étant très attentif aux conseils d'hygiène, au fait que je ne sortirai pas, que je porterai un masque dès que je serai en contact avec mes proches et que je me laverai les mains très régulièrement. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent à chaque épidémie, c'est ce que font les Italiens, c'est ce que font tous les autres pays, en particulier pour ces formes bénignes qui, je le rappelle, sont très majoritaires puisque ce sont 80% des formes diagnostiquées. Et à partir de combien de cas de malades on passe au stade 3 ? Alors, la question est assez régulière. En fait, c'est de l'observation épidémiologique. Donc, c'est d'abord une augmentation de l'incidence. On pourrait tout simplement calculer l'incidence par territoire, mais c'est surtout le fait que la diffusion devient totalement autochtone, qu'on n'a plus de regroupement de cas très clairs, qu'on a plus de chaînes de transmission expliquées, qu'on n'a plus d'explications liées à des voyages, qu'on n'a plus cette capacité de tracer les contacts entre les personnes. Aujourd'hui, on reste majoritairement avec ces explications, mais il y a des territoires où le virus commence à circuler activement, et à partir du moment où le territoire national a ce type de situation, on se retrouve à ce moment-là avec cette définition. Julien Contino, Usine Nouvelle. Où en est l'analyse de risque qui était confiée à l'ANSM sur les risques de pénurie de médicaments ? Et est-ce qu'il y a un calendrier là-dessus ? Alors, l'Agence nationale de sécurité des médicaments fait des points très réguliers et en général fait des points aussi partagés avec les industriels. Et donc, elle fera des points précis, points presse notamment pour l'analyse de la situation, puisque vous savez que c'est des plans de gestion des pénuries qui sont partagés avec les autorités européennes. Là aussi, on est dans une démarche européenne d'analyse de l'impact de la situation épidémiologique en Chine et de l'activité ou non des industries en Chine en particulier, mais il y a d'autres pays qui produisent notamment des matières premières qu'on surveille évidemment de près. Donc c'est une surveillance quotidienne et l'agence fera des points réguliers, en particulier avec l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, sur la situation d'approvisionnement des pays européens. Et sur les masques, quelles sont les modalités de réquisition ? Quel est le budget prévu pour ces réquisitions ? Ça doit durer jusqu'en mai. Ce n'est pas un sujet de budget. En fait, c'est une décision du Premier ministre que de réquisitionner tout ce qui est sur le territoire national, à destination du territoire national. Et donc, c'est une première photographie qui nous permet de savoir où sont les masques et ensuite de délivrer en priorité, comme on l'a déjà fait, aux agences régionales de santé, aux établissements de santé, aux professionnels de santé, donc toutes les priorités que j'ai souvent énoncées pour que cette délivrance se fasse vite et se fasse en priorité là où il y a les besoins.
Donc c'est ce qui se passe actuellement. C'est un circuit logistique très, très lourd qui se met en place, lourd au sens investissement de l'État, et analyse de l'ensemble des priorités des établissements de santé, des professionnels de santé. Donc il y a déjà eu des livraisons dans tous les établissements de santé qui prennent en charge les coronavirus. Il y a eu des livraisons auprès des agences régionales de santé qui prennent en charge les enquêtes épidémiologiques. Et il y a des livraisons en cours dans l'ensemble des officines pour les professionnels de santé. Mais il y a une réquisition aussi sur les productions jusqu'en 31 mai. Donc il y a quand même un budget prévu pour ça. Ah ben, ça fait partie des négociations entre l'État et les producteurs. Il y aura, vous fixez des prix planchers, ça se passe comment? C'est toutes les négociations qui sont en cours. Bonsoir. Sophie Jousselin de RTL. Tous les soirs, vous nous annoncez des nouveaux cas, mais rarement des guérisons. Est-ce qu'il faut en conclure qu'on met beaucoup de temps à guérir? Quels sont les critères? À quel moment on est Non, tout considéré simplement, comme- je vais être totalement transparent avec vous parce que souvent les hôpitaux n'ont pas le temps de nous dire que les patients sont sortis. Donc ils sont tellement occupés qu'on trouve que certes c'est une bonne nouvelle, mais ils nous disent oui, effectivement, on devrait la partager avec vous. Et donc comme ils sont souvent dans beaucoup de tests, dans beaucoup d'analyses, vous savez que les hôpitaux en particulier sont mobilisés pour les classements de cas. On les appelle pour savoir si les symptômes sont évocateurs, s'il faut oui ou non tester le patient, s'il faut oui ou non les hospitaliser, qu'effectivement il y a des patients qui sortent. Et heureusement, et d'ailleurs, il y a une évolution favorable dans l'immense majorité des cas, mais on leur a demandé effectivement de partager cette bonne nouvelle avec nous et avec vous, parce que c'est important que vous voyez aussi que beaucoup de personnes sont guéries. Et en général, c'est combien de jours Alors, il y a deux possibilités, et c'est maintenant bien décrit par les cliniciens. Il y a des formes extrêmement bénignes d'allure pseudo-grippale qui durent 3-4 jours, et puis c'est terminé. Il y a des formes un peu plus longues où les gens évoluent ensuite vers une toux plus prononcée, voire un petit peu de difficulté respiratoire, et c'est probablement ces personnes-là qui doivent bénéficier de l'hospitalisation. Mais globalement, on a une guérison clinique qui arrive au bout de 10 à 12 jours dans les formes même les plus longues. Concernant le rassemblement évangélique de Mulhouse, on dit qu'il y a à peu près 2000 personnes qui ont assisté à ce rassemblement. Vous êtes en mesure ce soir de nous dire combien de personnes ont été infectées? Ça se compte et comment vous faites pour les retracer? Quel est le travail des équipes? Les retracer, c'est assez simple, parce que maintenant qu'on a passé l'alerte nationale, les gens appellent en disant « je suis malade et j'étais dans ce rassemblement », parce que grâce à vous, la publicité a été faite et donc les gens ont vraiment cette information. Donc ça, c'est plus facile. C'est un cluster, entre guillemets, plus facile à tracer. Beaucoup de cas sont sur le Haut-Rhin, certains sont sur le Bas-Rhin, d'autres sont sur des régions limitrophes, et puis il y a même des gens qui ont été beaucoup plus loin. C'est pour ça que notamment il y a une enquête sur la Guyane. Donc on voit bien que les gens ont bougé sur le territoire national, mais qu'ils ont cette notion d'exposition commune lors de ce rassemblement religieux, et donc on fait bien le lien avec cette exposition initiale commune. Donc ça, c'est pratique. Et donc on aura des éléments de détail ce soir notamment, parce que je pense que l'Agence régionale de santé de Grand Est va faire un point ce soir, un point presse précis, département par département, pour expliquer où ils en sont dans l'investigation. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des décalages avec les chiffres que vous nous ayez donnés? Oui, parce que, comme je vous le disais, je vous fais un point à 16h, qui est évidemment consolidé quelques heures avant par remontée de l'ensemble des agences régionales de santé. Et il y a encore le run de l'après-midi. Le run, c'est les tests qui sont faits. Donc, en fait, vous avez un premier bilan qui est fait très tôt le matin avec les tests, avec les prélèvements qui sont arrivés. Et en général, ce premier test fait en laboratoire n'a pas beaucoup de tubes, parce qu'il faut encore que les tubes soient arrivés tôt. Et puis effectivement, le test le plus important se fait l'après-midi, et donc les résultats tombent dans la soirée. Ceux que je peux récupérer, je vous les récupère pour vous. Je pourrais faire un bilan beaucoup plus tard, mais j'ai l'impression que la presse écrite et la presse télévisuelle seraient moins intéressées. Donc voilà, ça fait partie de la situation. On vous fait un point en fin de matinée maintenant, justement avec les résultats de la nuit et ceux du matin, pour que vous ayez un suivi le plus bi-quotidien possible de la situation. Mais effectivement, on peut avoir des chiffres qui vont augmenter dans la soirée. Donc c'est pour ça que je vous dis que sur le rassemblement, le regroupement de cas du Grand Est, on est à plusieurs dizaines de cas, et on aura des détails précis ce soir en direct de la région Grand Est. Le Nouvel Obs a fait un article aujourd'hui où il parle d'une étude préliminaire chinoise dans laquelle ils expliquent que le virus aurait muté et que la version qui a muté est plus dangereuse que la précédente. Est-ce que vous confirmez ces informations? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, il faut non pas s'en inquiéter, mais s'en méfier. J'ai discuté avec les deux responsables du Centre national de référence de la grippe cet après-midi et des virus respiratoires, le professeur Lina et le professeur Van der Werf. Prudence, ce n'est pas une mutation, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux familles différentes. On ne sait pas si ces deux virus coexistent, s'ils évoluent de l'un vers l'autre, ou si on peut avoir des infections avec les deux. Et pour l'instant, on n'a pas d'argument particulier
sur le fait qu'on ait démontré que l'un est une virulence supérieure à l'autre. Mais par contre, on aura des données sur les virus français, et donc de savoir si en France on est plutôt sur du S ou sur du L, et s'il y a objectivement des différences dans la capacité de ce virus à être agressif en particulier. Les études sont en cours, et donc on analyse tous les virus aujourd'hui dans les centres nationaux de référence, ce qui vous laisse imaginer le nombre de prélèvements qui arrivent au centre national de référence de l'Institut Pasteur et de Lyon. Noé Potvin, France Télévisions. Vous avez mentionné tout à l'heure des mesures précises qu'ont reçues les établissements médico-sociaux aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en pratique, il faut mettre, entre guillemets, sous globe ces établissements médico-sociaux pour protéger nos plus fragiles. C'est vraiment des gestes de solidarité. Ce sont des gestes qu'ils connaissent. Ce sont des gestes que l'on préconise notamment pendant les épidémies de grippe. Mais là, il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment être solidaire et il faut vraiment être attentif à ce que tout le monde les respecte. C'est essentiellement l'absence de visite, c'est essentiellement le lavage des mains renforcé. Vous savez que c'est très important pour nos personnes âgées que de se laver les mains très régulièrement. C'est le port du masque pour toute personne qui deviendrait symptomatique au sein d'un établissement médico-social pour que cette personne soit immédiatement isolée dans une chambre, ne participe pas aux activités collectives. Et donc là aussi, les personnels prennent les bonnes dispositions. Et puis c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas au contact des personnes les plus fragiles, on ne va pas au contact des personnes âgées si on est fatigué, si on a de la fièvre, si on a des symptômes respiratoires. Et de la même façon, alors que ce serait plutôt naturel, on n'emmène pas ses enfants, puisque effectivement les enfants en ce moment sont potentiellement porteurs, et que donc on ne souhaite pas déclencher d'épidémies au sein d'établissements fragiles et d'établissements où sont vraiment des personnes souvent très âgées. Bonjour, Sylvie Burnouf de l'APM. Est-ce que vous comptez demander aux personnes qui étaient au rassemblement de Mulhouse de se faire connaître afin d'être dépistées même s'ils n'ont pas de symptômes? Alors, ce n'est pas l'objectif actuellement, puisque vous savez que quand on dépiste des personnes vraiment sans symptômes, d'abord on a souvent des négatifs et ensuite ça ne prédit pas de l'évolution. Donc ça peut être faussement rassurant. Mais par contre, on leur demande d'être vraiment très attentives à l'autosurveillance. Donc ça, le message est passé grâce à vous. Donc ce sont des personnes qui, après cette exposition du 23 au 27, vont s'autosurveiller pendant 14 jours après la fin de cette manifestation. Et qu'au moindre doute, donc en présence de symptômes, même sans fièvre, avec une sensation de fièvre, ils puissent appeler le 15 en disant « j'ai été présent dans cette manifestation et j'ai des symptômes, donc je rattache mes symptômes à ce rassemblement collectif avec des cas confirmés ». Bonsoir, Aurore Mésange de l'AFP. Quand quelqu'un appelle le 15, sur quels critères décidez-vous d'effectuer un test? Alors, là, vous savez que c'est un travail collégial, c'est un travail d'ailleurs très important puisqu'il est fait à la fois par le médecin urgentiste du 15, par un épidémiologiste qui recherche si notamment vous êtes par exemple en contact avec ce rassemblement collectif ou avec le cluster, le regroupement de cas de l'Oise, et par un infectiologue. Donc on a quand même le droit d'appeler le 15 pour autre chose, hein. Il y a des pneumonies typiques, il y a des infections autres, il y a des infections urinaires, enfin voilà, donc évidemment il faut un tri. Ensuite, aujourd'hui, c'est très clair, il faut pour toute suspicion faire le test. Donc ça, c'est une Qu'est-ce qui engendre une suspicion? Ce classement collégial. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit, au vu de l'interrogatoire, au vu de la clinique, on considère que ce cas est possible. Et donc, si ce cas est possible, il doit bénéficier d'un test. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été en contact avec un patient, qui n'est pas dans une zone où des patients sont identifiés, est considéré comme une personne à risque? Potentiellement oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à savoir si vous avez été ou pas en contact. Donc, on en tient compte. Et aujourd'hui, le critère de voyage, le critère de contact avec une personne malade est moins important qu'il y a quelques jours. Donc on est vraiment attentif à la recherche d'une circulation, comme on dit, communautaire, hein, d'une circulation en ville du virus. Et on est aussi attentif au tableau clinique. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, quand on a une pneumonie d'allure infectieuse, quand on a une détresse respiratoire aiguë d'allure infectieuse, il faut y penser. Et c'est un message que je passe aussi aux soignants hospitaliers, d'être très attentifs à la mise en place immédiate de mesures barrières, de mesures contact et de mesures air à l'hôpital, et aussi de se protéger immédiatement pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions, à la fois pour les malades et pour les soignants. Mais on n'effectue pas forcément un test. On fait des tests dès qu'on pense au diagnostic. Et dernière question, à combien estimez-vous le nombre de personnes justement porteuses du virus, mais non identifiées, non référencées? Moi, je ne l'estime pas. Certaines publications estiment que hors de Chine, 2/3 des personnes porteuses ne sont pas dépistées. C'est des publications britanniques. Nous, on est vraiment très attentifs et donc on voit bien aussi que la stratégie aujourd'hui du stade 2, qui est la même d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, hein, c'est le cas notamment de l'Espagne et de l'Allemagne, c'est d'aller chercher les cas.
Donc ça veut dire que quand vous avez un cas, vous me parliez tout à l'heure de l'enquête, quand vous avez un cas confirmé, vous allez voir tous ces contacts et toute personne contact ayant des symptômes est testée. Donc ça veut dire qu'on va vraiment de façon active à la recherche des cas. Merci. Bonsoir. Eleonore Bertsley avec la radio publique américaine NPR. Est-ce que je pourrais vous poser une question en anglais? No problem. Okay. Well, do you have enough testing kits, and around how many people are being tested? Many thousands. I think more than 7,000 only in Marseille. So it's not a problem. We have to test everyone now to be sure that we don't have any confirmed case without any confirmation. And there's enough test kits? I'm sure. Okay, and second question, do you have a plan if health officials, healthcare workers start becoming infected on a large scale? They have to protect themselves immediately. That's the main point. Okay. I guess that was it. Yeah. Oh, and the hospitals. Are we scaling back now other non-essential surgeries and different things to free up room for coronavirus treatment? Not for in the hospitals? moment, but we could do it. And do you plan to cancel transportation, schools? We will adapt our measures to the situation. Thank you. Thank you. Concernant le foyer de contamination de l'Oise, est-ce que vous écartez définitivement la thèse que cette contamination serait apparue sur la base de Creil? Absolument. Et pour quelle raison? Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'une investigation épidémiologique très étendue est en cours et qu'on trouve plusieurs personnes qui ont été positives avant le premier cas sur la base aérienne. Premier point, donc ça c'est vraiment une confirmation très importante, plusieurs jours avant que le premier cas ne soit détecté sur la base aérienne. Et puis, vous savez qu'il y a toujours cette théorie d'une contamination de personnes qui seraient revenues, et on a aussi la confirmation par les autorités militaires, mais aussi par les autorités civiles qui ont enquêté, que les personnes qui ont fait le retour de Wuhan, parce que c'était la question, ont été testées à 2 reprises, et que toutes ces personnes ont été en quatorzaine stricte après le retour. Donc on est vraiment sur un élément très sûr du côté de l'hypothèse de la base aérienne, et on est malheureusement, probablement, si on remonte assez loin, sur une contamination qui est passée inaperçue probablement depuis un voyage, ce qui est très possible, et qui a ensuite été en contact avec d'autres personnes qui ont développé petit à petit des symptômes mineurs. C'est l'hypothèse actuellement retenue. Quand vous dites que les militaires ont été testés, c'est juste des prises de température ou le test vraiment du coronavirus? Alors, vous savez que toutes les personnes qui sont revenues de Wuhan ont bénéficié d'un protocole de test. On parle beaucoup des personnes à risque. Oui. Vous avez parlé de pathologies lourdes. Ce sont lesquelles? Et est-ce qu'il y en a qui sont plus lourdes que d'autres, plus à risque? Et les femmes enceintes là-dedans, est-ce qu'elles sont aussi à risque? C'est une très bonne question. On est d'ailleurs assez surpris, et les médecins et les chercheurs ont partagé ces interrogations avec le président de la République. D'abord parce qu'effectivement, contrairement à d'autres coronavirus, qui d'ailleurs en général ciblent les enfants, et d'ailleurs avec des formes mineures, on a l'impression que les enfants sont presque insensibles au coronavirus. Et plutôt une bonne nouvelle aussi, que les femmes enceintes ne semblent pas être une population à haut risque d'infection sévère au coronavirus, même si on a évidemment à être très prudent, mais on approche les 100 000 cas, et si c'était une population à haut risque, on le verrait. Après, par rapport au risque viral, c'est souvent les immunodéprimés qui sont les plus fragiles, et en tout cas, c'est ce qui ressort avec, comme vous le savez, dans des publications américaines ou dans les publications chinoises, beaucoup de comorbidités lourdes parmi les personnes décédées, en particulier en Chine. C'est difficile d'établir un profil, mais on sait que les personnes qui sont à risque d'infection virale, déjà d'infection grippale, en particulier les personnes les plus fragiles qui sont en particulier sous immunosuppresseurs, sont celles qui font des infections virales les plus graves. Merci à vous.